Bien, il me revient un bonjour à tous et merci aux organisateurs, à Gaël Pradel tout d'abord, qui a bien voulu m'associer à cette journée. Et il m'a été demandé de vous faire une synthèse des exposés des orateurs de la matinée, ce que je vais faire en essayant d'utiliser peut-être un autre langage pour éviter l'effet de redite, de répétition. Le problème de la transplantation d'organes est probablement parmi tous les problèmes d'éthique celui qui concentre le plus de dilemmes et peut-être aussi le plus d'émotions. Et c'est ce qui est ressorti des exposés de ce matin, où l'on a entendu parler de crainte, de compassion, d'inconfort, de malaise et même d'angoisse. Et je voudrais peut-être commencer par dire que les dilemmes, ils nous sont révélés précisément par des émotions. Et en particulier, ce fond d'angoisse que nous pouvons éprouver dans certaines situations qui nous avertit d'un conflit intérieur entre nos valeurs. L'angoisse nous demande de temporiser, elle nous alerte sur un risque de sacrifier des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Et je crois qu'un dilemme, c'est un conflit entre deux valeurs avec cette angoisse d'avoir à renoncer à une valeur à laquelle on tient, mais qui serait l'unique moyen d'en concrétiser une autre. Par exemple, il a été question de la compassion, participation affective à la souffrance d'autrui. La compassion est une tristesse. Elle est désagréable, nous a-t-on dit, et en même temps, il n'y a pas d'éthique sans compassion. Dans l'émotion, il y a l'idée de motricité. Une émotion a une dynamique propre, elle nous fait découvrir des valeurs, et en particulier la bienfaisance dont il a été également question. Donc dans la compassion, je ressens mon attachement à une valeur qui est le principe de bienfaisance. Et puis la crainte m'avertit qu'il y a un danger de sacrifier une autre valeur à laquelle je suis attaché, qui est catégorisée en éthique, comme cela a été dit, sous le principe de non-malfaisance. Ne pas nuire, ne pas infliger des préjudices et, en la circonstance ici, ne pas perdre un greffon, qui est une ressource rare. Et voilà comment je crois que nous sommes dans une confusion émotionnelle entre, d'un côté, la compassion pour une personne qui est là sous nos yeux, comme ce jeune homme dont on voit le visage, et ce visage qui a une force de convocation. Il y a un appel de détresse. Je vous promets que je ne boirai plus. Et dans cette force de convocation, on a envie d'accomplir un bien pour cet individu, et en même temps, la crainte va alerter sur le risque de perdre une ressource et donc d'entraîner la mort d'un autre patient. Et dans cette oscillation entre des émotions, mais il en est plusieurs que l'on a perçues ce matin, il y a la culpabilité, il y a la répugnance, il y a l'indignation aussi. Comment pouvons-nous ne pas soigner une personne du fait de son statut économique défavorable ? Donc l'angoisse, si elle existe sur un mode trop envahissant, va se traduire par deux attitudes qui sont d'une part la fuite et d'autre part l'agressivité. La fuite parce que quand il y a trop d'émotions, on a envie de se rabattre, et c'est tout à fait naturel, du côté de la rationalité.
d'une hyper-rationalité qui pourrait même, comme cela a été dit, technique, gestionnaire, et on confie finalement à un algorithme le soin de nous débarrasser de la subjectivité et de l'angoisse. Mais cela a été pointé, malgré tout, n'est-ce pas, il y a une évaluation subjective qui persiste et qui finalement va conférer sa dimension humaine à la décision. La deuxième attitude, quand nous sommes un peu trop envahis par l'angoisse, hormis la fuite, c'est l'agressivité, la culpabilisation. Et voilà, on t'avait bien dit d'arrêter de boire. Voilà maintenant où on en est. Et on culpabilise, et ce n'est pas quelque chose de formalisé, mais c'est une réaction à l'angoisse. Et réintroduire alors la notion de mérite, qu'on le veuille ou non, à travers une culpabilisation, cela a été dit aussi ce matin, une moralisation. Mais on le voit d'ailleurs aussi dans les dons entre vivants, où le frère ou la sœur dira « mais c'est lui qui s'est mis dans cette situation ». Bon, après discussion, on va pouvoir peut-être surmonter cette agressivité, mais le mérite, effectivement, il est latent, il est présent toujours en toile de fond. Alors, entre fuite et agressivité, il y a donc une angoisse qui existe sous un fond diffus et qui peut nous être bénéfique, comme toutes les émotions, parce qu'elles nous mettent en relation avec des valeurs. Eh bien, un fond d'angoisse va dynamiser notre esprit en nous conduisant à nous mettre autour d'une table et à discuter du problème d'éthique, à essayer de le formaliser. Je voudrais faire écho à ce qui a été dit en conceptualisant le débat en deux principes. D'un côté, la justice comme égalité, de l'autre, la justice comme équité. Car quand nous discutons dans la société de justice, parfois nous n'avons pas exactement la même signification du terme à l'esprit. Parfois nous l'entendons au sens d'une égalité de toutes les personnes, universaliste, non-discrimination, égalité des chances, hospitalité. L'hôpital est un espace d'hospitalité inconditionnelle. Un jeune homme arrive dans un coma éthylique, nous n'allons pas lui faire la morale, nous n'allons pas nous demander mais comment a-t-il pu se mettre dans un état pareil? D'abord le soin et ensuite la morale. Hospitalité sans condition, je disais, parce que la personne, elle est investie d'une dignité, c'est-à-dire une valeur absolue. Ça, c'est un choix de notre civilisation. Nous avons décidé, à partir de l'époque moderne, d'attribuer à l'homme une valeur inconditionnelle. Il sera porteur d'une dignité. Ce que Kant, le philosophe allemand du XVIIIe siècle, figure emblématique des Lumières, distinguait en disant « l'objet est un moyen, il a un prix, l'homme est un sujet, il a une dignité. Le prix est une valeur relative, dégradable en fonction du taux de désuétude, d'obsolescence. Et l'homme a une dignité, c'est-à-dire que si un objet technique tombe et se casse, il ne marche plus, on le jette. Et l'homme, quand il se casse, il ne marche plus, on ne le jette pas. L'homme a une valeur absolue, c'est-à-dire que quel que soit le contexte, la famille, la religion, il est en détresse et l'hospitalité consiste à l'accueillir. Du reste, hospitalité veut dire accueillir l'étranger, celui qui n'est pas comme moi. Alors, ce n'est pas toujours l'hospitalité une valeur
dictée par une compassion larmoyante. L'hospitalité peut nous demander un effort d'imagination, ce qui a été très bien décrit par un philosophe écossais qui s'appelait Adam Smith dans la théorie des sentiments moraux, où il dit que dans la sympathie, nous faisons un effort d'imagination pour entrer dans l'univers d'autrui et, d'une certaine manière, dit-il, dans une certaine proportion, devenir la même personne que lui. Prenons le cas, justement, d'une personne sans domicile fixe. Alors, comment pouvons-nous entrer en empathie avec elle? Cette personne dort sur le trottoir, au froid, avec des compagnons d'infortune. Il y a des rixes, des chiens, des canettes de bière. Ce n'est pas notre univers. Eh bien, malgré tout, n'est-ce pas, à partir des bris de notre mémoire, car nous avons déjà dormi sur une surface plane, nous avons déjà dormi au froid, donc notre imagination va rassembler des matériaux et, dans une certaine mesure, faire que nous allons entrer en empathie avec cette personne. C'est-à-dire que l'imagination nous rapproche de la réalité, paradoxalement. Donc ça, c'est la condition de l'impartialité, de l'empathie, pouvoir entrer dans l'univers d'autrui. Et l'impartialité, elle est rappelée dans le serment d'Hippocrate, tu ne refuseras pas tes soins à l'indigent. L'indigent, c'est un terme latin, mais qui renvoie au grec, pénia, celui qui est dans la pénurie, qui est en manque. Donc, vous voyez la question de la pénurie, c'est une pénurie collective, mais il y a aussi une pénurie individuelle. L'homme est en pénurie, il est en manque, il est dans le besoin. Et Hippocrate fonde la médecine sur ce principe, tu ne refuseras pas tes soins à l'indigent, c'est-à-dire une vision universaliste, quelle que soit la personne, son âge, sa maladie, il sera soigné. Ce n'est pas parce qu'on est fragile qu'on n'a pas le droit de recevoir un soin identique à tout autre. Je voudrais dire aussi que le Code de déontologie, dans son article 1, prévoit que le professionnel de santé est au service de l'individu, du respect de la dignité humaine et de la santé publique. Donc il y a les deux. Mais quand même, l'individu, dans le texte, arrive en première ligne et la santé publique à la deuxième ligne. Et nous sommes là au cœur du déchirement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la justice, c'est l'égalité, mais dans d'autres occurrences, c'est l'équité. Et c'est là que va naître le dilemme que nous sommes appelés à formaliser. Équité, c'est-à-dire redistribuons de façon rationnelle les ressources rares. Et cela vaut pour les organes, mais cela vaut aussi pour d'autres biens rares. Nous ne pouvons pas nous permettre le risque de perdre un organe car nous décidons de la mort d'une personne. Et donc il va y avoir un dilemme entre d'un côté le patient, de l'autre la société. Mais la société, c'est quoi? C'est simplement d'autres patients. Donc c'est patient versus autres patients. Alors dans ces circonstances, effectivement, comme l'a dit justement M. Dupérré, nous allons raisonner de façon utilitariste, c'est vrai. Jusqu'à présent, dans la conception égalitariste de la justice, nous raisonnions de façon déontologiste. L'homme a une valeur absolue, il doit être soigné, je n'ai pas à tenir compte des conséquences. Qui sait si celui que je vais soigner n'est pas un sadique, un pervers narcissique qui va faire souffrir toute sa famille? Je ne peux pas calculer les conséquences, nous dit le déontologiste.
Cela a été rappelé aussi tout à l'heure. Mais d'un autre côté, l'utilitariste dira: nous savons bien que dans certains cas, si c'est un cancer avancé, si les circonstances ne sont pas... les indicateurs sont au rouge, nous savons que probablement nous allons sacrifier une personne, car nous allons probablement perdre un greffon. Et c'est là la crise intérieure. C'est que les deux conceptions de la justice que l'on aimerait pouvoir concilier, hélas ici, entrent en contradiction. Alors, dans une vision contextualiste, on se demandera si le patient, on va calculer, a des chances finalement de faire un bon retour sur investissement. Et c'est tout à fait légitime. C'est la base du système de répartition des greffons. Alors, en général, dans la vie ordinaire, quand nous avons une tension comme ça entre, d'un côté, l'équité et l'égalité, justement, nous recourons au mérite. Oui, monsieur l'organisateur, je fais référence au thème de la journée. Et oui, le mérite nous rend tellement de services dans la vie ordinaire. Moi, je le sais. Je suis bien placé puisque je suis professeur à la faculté de médecine de Marseille, où il y a 3000 étudiants en première année pour 300 postes en deuxième année. Alors, soyez juste, monsieur le professeur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'injustice au sens de l'égalité va prédominer dans un premier temps, c'est-à-dire que tous les étudiants auront droit aux mêmes cours par les mêmes professeurs. Mais pour le concours, nous allons changer, nous allons passer de l'égalité à l'équité, c'est-à-dire qu'il y a une justice sociale de répartition, de priorisation des ressources rares, en l'occurrence peu de postes, et malheureux vaincus. Et l'idée du mérite nous vient en secours pour dire ceux qui ont le plus souffert, ceux qui se sont infligés la plus douloureuse des disciplines, alors eux ont mérité de passer en deuxième année, ils recevront les résultats en accord avec leur investissement. Bon, ça marche plus ou moins bien, mais en tout cas, la société s'en accommode. Parce que si on dit oui, mais certains sont surdoués, etc., oui, effectivement, le critère ne marche plus. Mais en règle générale, contentons-nous de dire que ceux qui ont cédé aux tentations, qui ont le week-end partagé des moments de divertissement avec leurs camarades, ceux-là seront pénalisés. Ils n'ont pas le même mérite que ceux qui se sont infligés cette mortification intellectuelle et corporelle. Et on le retrouve dans la société, on le retrouve dans le domaine du sport, partout le mérite nous rend vraiment des services considérables. Et c'est pourquoi nous en sommes en deuil avec la santé. Car là, nous sentons que le mérite, qui mérite d'être en bonne santé, en mauvaise santé, nous voyons, et cela a été dit ce matin, beaucoup de difficultés. Quelqu'un qui a fumé, par exemple, ou a bu, que sait-on de son passé? Que sait-on de ses malheurs familiaux, comme ce jeune Gary Grant Gary Rembach, dont les parents ont... non, il n'a pas eu la même chance, justement. Mais c'est une bonne illustration, finalement, de la malchance, de la roue de la fortune de la vie. Nous n'avons pas tous tiré le même numéro à la loterie. Et à partir de là, pourquoi un tel a fumé, pourquoi il a bu, que sait-on de son passé,
que sait-on même des prédispositions génétiques qui font que pour les uns, c'est plus facile que les autres? Donc nous voyons que le mérite ne peut plus fonctionner de la même manière. Mais alors, nous utilisons un substitut du mérite avec le critère de la liste d'attente, car nous considérons que l'anxiété, les tourments que vit quelqu'un qui attend depuis longtemps un organe souffre aussi. Et quelque part, on a trouvé là un substitut au mérite, la souffrance. Celui qui attend depuis plus longtemps souffre plus que celui qui vient d'arriver. Bien, mais alors, dans les dilemmes où on a vu ce matin qu'il y a une pluralité de critères et qu'on ne va pas pouvoir s'en tenir là, que va-t-on faire dans les dilemmes? Je voudrais pour cela déjà évoquer deux exemples que je tire de mon expérience au Comité national d'éthique. En 2004, nous avons rendu un avis sur l'allotransplantation de tissus composites, greffe de la face, donc greffe du visage. Et nous avions dans notre protocole exclu quelque part ou marginalisé les suicidaires. En effet, pour recevoir un nouveau visage, il faut que l'individu soit mentalement fort, qu'il puisse être adhérent au traitement immunosuppresseur, parce que alors là, autant quand c'est un bras, on retire le bras ou le rein, mais là, que va-t-on faire? Donc on voulait, nous, des gens qui soient disposés psychologiquement à se voir dans la glace avec le visage d'un mort. Bon, sauf que, qu'est-ce que ça a donné dans la réalité? En 2005, le professeur Duvauchel réalise la première greffe partielle du visage, nez, bouche, menton, sur une femme suicidaire. Il n'a pas suivi tout à fait l'avis du Comité national d'éthique, et c'est lui qui a eu raison, car cette femme, en réalité, a été éperdue de reconnaissance pour l'équipe. Elle a vu se mobiliser énormément de soignants et soudainement la vigueur de vivre, la volonté de vivre a rejailli en elle. Et aujourd'hui, 10 ans après, elle est toujours là avec son nouveau visage, une vie sociale plus ou moins heureuse, mais quand même, on voit ici que le calcul de probabilité, heureusement, n'a pas été pris en considération par le chirurgien. Bon, mais enfin, quand même, on est obligé d'optimiser les ressources rares et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos deux principes, équité et égalité, puissent coexister dans un compromis? Alors, je cite le deuxième exemple du comité d'éthique. Nous avons imaginé qu'en cas de pandémie grippale, si nous avions des ressources vaccinales en cours de conception et de distribution, il faudra nous poser la question des priorités. On prend une pandémie grippale avec un virus virulent, mortel, les professionnels de santé, les actifs qui concourent à la société, à l'organisation de la vie en société, doivent en priorité recevoir ces ressources vaccinales. Ça paraît être un calcul rationnel, encore que les électriciens pourraient dire « mais comment ça fonctionne si nous on n'est pas là hein ?» Et s'il y a une fuite d'eau, les plombiers arrivent, vous voyez bien que tout dépend de nous. Donc ce n'est pas si simple. Mais admettons qu'il y a une catégorie d'acteurs performants, rentables, qui concourent au bien de la population. Mais ça veut dire quoi d'un autre côté? Ça veut dire que ceux qui sont atteints d'un cancer, vieux, handicapés, eux,
vont être marginalisés. Et donc, on retombe sur l'objection et même le principe fondamental d'hospitalité de Hippocrate. Je ne refuserai pas mes soins à l'indigent. Voilà la contradiction entre, d'un côté, le principe d'équité, optimisons les ressources rares, établissons des priorités, et de l'autre, ne sacrifions pas la dignité de la personne humaine. Je voudrais dire aussi que ce qui intervient dans nos considérations, c'est aussi le privilège qui est accordé aux nouvelles générations. Ça, on ne pourra jamais éliminer ça. Adam Smith, encore lui, disait au XVIIIe siècle, « Un vieillard meurt sans être regretté par personne. Rarement un enfant ne décède sans qu'un cœur n'en soit déchiré. » Il dit ça au XVIIIe siècle. Donc il y a, mais ce n'est même plus de l'éthique, c'est quelque chose de presque viscéral, biologique. C'est qu'une société, elle privilégie les membres qui vont assurer sa survie. Alors maintenant, est-ce que l'homme doit se perpétuer? Alors ça, c'est pas flagrant, hein. Mais ça là, ça devient de la métaphysique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'au comité d'éthique, rationalisons de façon utilitariste, sauvons le plus grand nombre de personnes pour la meilleure espérance de vie, indexée à la meilleure qualité de vie, et du coup, tous les autres qui sont non rentables, malades, qui ne mangent pas 5 fruits et légumes par jour. Alors, eh bien, c'est le principe de la double peine. Eh bien, voici la solution que nous avons adoptée, et je pense qu'elle est transposable aussi à la question de la transplantation. On va être présent aux deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire qu'on va effectivement faire ce retour sur investissement. On va calculer quand même là où on a le plus de chances, même si c'est relativement imprévisible, mais malgré tout, on va privilégier les plus jeunes qui ont la meilleure espérance de vie, indexée à la meilleure qualité de vie, principe d'équité. Mais pour ne pas sacrifier notre principe d'égalité, de temps en temps, quand même, on sauve quelqu'un pour lequel le pronostic n'est pas bon. Et on peut à nouveau se regarder dans la glace en se disant « j'ai fait honneur à la dignité de la personne. J'ai pris un risque, mais c'est un beau risque. » Et comme ça, au moins, on est, vous voyez, dans cette tension que l'on maintient volontairement entre équité et égalité, sans qu'un principe ne sacrifie l'autre au profit d'un compromis qui n'est jamais la solution idéale, hein, mais qui est peut-être la moins pire, parce que, au fond, on a le choix entre deux arbitraires. Un arbitraire relatif et un arbitraire absolu. L'arbitraire relatif, c'est une décision qui est argumentée, sachant que la décision inverse aurait été tout aussi valablement argumentée. Mais enfin, on peut produire quand même une justification. Et c'est ça le plus important. Et puis l'arbitraire absolu, qui serait le tirage au sort. Car quand nous voulons être égalitaristes dans la société, par exemple dans les jeux de hasard, eh bien, c'est le tirage au sort. Mais on a déjà expérimenté le tirage au sort, et ça ne fonctionne pas quand il est question de vie et de mort. Donc quelqu'un qui voudrait être jusqu'au bout égalitariste se heurterait à des résistances psychologiques très fortes, un traitement un traitement contre le VIH, je ne sais plus le nom exact, hein, en 1996, avait été testé dans une investigation en double aveugle, et donc il y avait ceux porteurs du VIH qui recevaient
ce nouveau traitement prometteur et les autres qui étaient les témoins. Eh bien, s'en est suivi une confusion, les gens se redonnaient le traitement par en dessous. Ça n'a pas marché parce que le tirage au sort, quand il est question de vie et de mort, suscite effroi. Et on préfère alors privilégier les plus jeunes par rapport aux plus âgés. Pensons par exemple à un grand-père, arrière-grand-père même, qui a 90 ans, reçoit par tirage au sort le vaccin qui va le protéger du virus dans la pandémie grippale. Et son petit-enfant ou arrière-petit-enfant, lui, n'a pas reçu. On dira alors une vie vaut une vie. Mais lui, le grand-père, non, il va dire, tiens, petit-enfant, je te donne le vaccin. Vous voyez qu'on ne peut pas être totalement égalitariste, et en même temps, on ne peut pas être non plus totalement utilitariste, au sens où on ne parlerait que d'équité, que de justice rationnelle, que d'optimisation, mais on doit, je crois, assurer cette oscillation, cette mise en balance, cette dialectique entre, d'un côté, l'équité et l'égalité. Je vois que le temps qui m'était imparti est désormais écoulé. Je vous remercie de votre attention.